remercie de nous avoir fait l'amitié d'être présent ce soir. Donc vous êtes sociologue de formation, cadre pédagogique et formateur en travail social. Vous êtes tout particulièrement chargé d'enseignement des sciences humaines et sociales et de direction de mémoire de fin d'études d'assistant de service social. Et actuellement, vous présidez l'Association française pour la recherche en travail social et vous dirigez une publication, la publication de la revue Forum, qu'on pourra retrouver sur Cannes. On pourra donner ensuite les références. Alors, Ibn Khaldoun, ce personnage 1332-1406, historien, économiste, géographe, enfin j'en passe, mais aussi diplomate, mais aussi juriste, qui a conseillé des grands souverains musulmans du Maghreb, qui a une histoire extraordinaire. Alors, on connaît surtout le Muqaddima, qui est un livre, le livre des exemples, mais vous allez nous entretenir aujourd'hui sur cette grande figure, alors historien, philosophe, tout à la fois, et on ne prendra que cette phrase de Georges Marchais, à ne pas confondre avec Georges Marchais, pas la même personne, mais font la confusion, ça je me permets de... Attention, Georges Marchais, qui affirmait que l'œuvre d'Ibn Khaldoun est un des ouvrages les plus substantiels et les plus intéressants qui ait produit l'esprit humain. Rien que ça. Monsieur Meshkar, à vous la parole. L'histoire d'Ibn Khaldoun, pour moi, d'abord, c'est une passion. Ce qui veut dire tout simplement que je ne suis pas un spécialiste. Et c'est pour ça que j'ai choisi une entrée par les termes de solidarité et de cohésion sociale. Alors, d'abord les plus proches. Au départ, c'est vrai, je n'allais pas faire de PowerPoint, mais en même temps, je dis voilà, pour visualiser, pour donner, c'est à la dernière minute, c'est aujourd'hui que j'ai j'ai essayé de rentrer tout ça vraiment dans une forme qui est en même temps, je dirais, aidante pour celui qui écoute vraiment une parole, mais en même temps qui est aliénante, pour moi le premier. Alors, bien évidemment, mes remerciements vont à ma famille, à Majida, mon épouse, à mes enfants, parce que durant des années, bien sûr, ils m'accompagnent un petit peu dans cette quête, sachant bien que ce n'est pas mon activité principale d'Ibn Khaldoun. À Ahmed et Iman, c'est une petite histoire. Ahmed est là, mais il y a 2 années, on était les 3 à même de penser une association autour, on a trouvé même le nom. J'ai même, quand j'ai commencé par remercier Majida, Anisiana et Nesrine, mon fils déjà il a fait un logo pour cette association, sauf que les conditions de Covid, sauf que vraiment les conditions personnelles parfois sont très très dures à tenir un projet, mais rassurez-vous, c'est quelque chose. Moi j'aime la constance. Et vous allez découvrir pourquoi je dis ce mot, la constance, durer, dans vraiment être déterminé pour aller jusqu'au bout sur une idée. Moi, je suis sûr et certain que cette association va voir le jour, qui est son objectif tout simplement, faire, bien évidemment, promouvoir les cultures du pourtour méditerranéen. Et on a des associations, mais avec un objectif aussi qui a été déterminé. Et on va y aller, comme on dit. Bien évidemment, mes étudiants, mais tous ceux et celles qui sont devenus des professionnels engagés d'une manière ou d'une autre dans l'accompagnement et dans la mise en œuvre de cette solidarité qui, malheureusement, avec le temps, on entend beaucoup sur la question des moyens. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment une question de moyens ou est-ce que c'est une question politique où le travail social commence un petit peu à être approché par une
ou tout simplement, c'est pas approché, mais considéré tout simplement comme une activité rentable qui fait partie du marché. Et oui, le dernier, un remerciement à Yves Lacoste, que je ne connais pas, que je n'ai jamais connu, mais il y a presque 40 ans, la première fois, j'ai étudié au Maroc, j'ai vraiment de l'école primaire jusqu'à l'université, la première fois où je vais lire quelque chose vraiment de grande valeur pour moi à l'époque, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis une lecture difficile, éprouvante et concluante. Elle était difficile pour moi parce que mes lectures, en général, c'était des lectures en arabe, et en arabe classique. Et les premiers ouvrages que je vais lire, parce que c'est un ouvrage qui a été écrit dans les années 60, là, ce n'est que la deuxième édition qui a été, je crois, c'est en 1999, où là, je vais encore, parce que quand j'ai lu l'ouvrage d'Yves Lacoste, ben oui, j'imagine que oui, j'avais une représentation sur Yves Lacoste, un grand géographe qui a écrit beaucoup sur le tiers-monde, une grande, je dirais, représentation, mais aucun élément sur sa biographie. Et heureusement, quand j'ai lu le deuxième ouvrage, c'est-à-dire la deuxième édition, j'ai découvert qu'Ibn Khaldoun a vécu, elle a eu une enfance au Maroc, qu'elle a vécu en Algérie, et qui a été, après, vraiment, je dirais, obligée de quitter l'Algérie, et quand même, Ibn Khaldoun, Yves Lacoste le dit lui-même, il a dit j'ai découvert Ibn Khaldoun en Algérie dans un petit groupe de progressistes à l'époque, parce qu'on parle de progressistes à l'époque des années 60, 70, ce sont les années de libération et de décolonisation, c'est-à-dire il y avait des luttes. Et pour lui, Ibn Khaldoun, c'était vraiment le penseur qui peut éclairer, qui peut répondre à cette question pourquoi les pays de tiers-monde ont été colonisés. Et là, il a essayé de trouver vraiment des réponses à travers, bien sûr, cet ouvrage d'Ibn Khaldoun, de répondre un petit peu à cette question. Elle n'est pas facile, hein, parce qu'au jour d'aujourd'hui, lui-même, il le dit dans la deuxième édition, à un moment donné, on parlait un petit peu plus d'Ibn Khaldoun, et dernièrement, le grand public ne connaît pas Ibn Khaldoun. Concluante, pourquoi? Parce que tout simplement, ma passion pour Ibn Khaldoun a commencé à cette date, à partir de cette lecture. Et depuis, on verra, vous allez découvrir avec moi que c'est vrai, le questionnement il va grandir, ma conception, ma représentation va cheminer, parce que bien sûr, quand on a 22, 23 ans, et en plus avec cette difficulté de la langue, c'était pas évident de comprendre tout et aussi d'aller dans la profondeur. On le sait, Ibn Khaldoun, déjà, elle est très difficile à lire par les spécialistes. Makrab Abbas, bien évidemment, il consacre dans cet ouvrage une partie sur Ibn Khaldoun qui est très très originale dans le sens où il va un petit peu chercher l'apport, je dirais, anthropologique, parce qu'on parle de sociologie chez Ibn Khaldoun, on parle d'économie, mais lui, il va justement essayer d'aller à travers vraiment des lectures aussi, à travers une recherche poussée, s'attaquer un petit peu à cette dimension. Quand on dit anthropologie, bien évidemment, on le sait, hein, toutes les sciences humaines et sociales, sans l'histoire et sans la géographie, ne peuvent pas exister. Et c'est là où l'apport de Makrab Abbas est tellement intéressante. Je vais passer rapidement, mais je vais m'arrêter sur quelques noms. Abdeslam Shiddadi, c'est l'un des spécialistes
vraiment sur la question d'Ibn Khaldoun, sa vie, ses œuvres. Elle a aussi fait une traduction, parce que la traduction, on va s'arrêter un petit moment, parce que Ibn Khaldoun, dans le XIVe siècle, il n'y avait pas de livres, il n'y avait que des manuscrits. Et vous imaginez des manuscrits qui résistent au temps des siècles, c'est vraiment une formidable destinée. Smaïl Ghomezian, avec son livre Ibn Khaldoun, un génie maghrébin, il a écrit aussi ce livre dans un contexte où on était en train de fêter les 600 ans de décès de Ibn Khaldoun. Je ne me rappelle plus, est-ce que c'est en 2006 est-ce qu'il y a la date? Oui, c'est en 2006. Et il y avait 3 maisons d'édition, voire même 4 maisons d'édition, qui ont essayé un petit peu, je dirais, de faire diffuser cette connaissance et aussi l'apport d'Ibn Khaldoun. C'est vrai, on n'a pas assez de temps, mais je vais m'arrêter aussi sur Martínez Gros-Gabriel. C'est un grand bibliographe d'Ibn Khaldoun, un grand, je dirais, un professeur émérite, je crois que c'est Nanterre, oui. Et si vous voulez, je vous conseille d'écouter un podcast de Ghaleb Benchir qui échange avec Martínez Gros-Gabriel, et c'est vraiment une vingtaine, une heure très très éclairante. Important. Est-ce que Ibn Khaldoun c'est simplement un historien maghrébin du XIVe siècle? L'un des plus grands penseurs arabes, un contributeur au patrimoine intellectuel des civilisations méditerranéennes, un homme politique, un génie, parce que le mot a été utilisé par un nombre important, pas seulement que, je dirais, en Orient, mais même dans l'Occident. Le théoricien de la civilisation, ça c'est Abdeslam Sheddadi qui a répondu à cette question. Le juge scrupuleux, ça on l'oublie un petit peu, mais c'est vraiment, c'est la fin de la vie d'Ibn Khaldoun au Caire, où il a fait que ça, mais attention, pas que juge, parce que c'est là où il est revenu sur ses écrits, il a essayé un petit peu, vraiment. Pour Ibn Khaldoun, l'écriture, c'est un processus qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire, elle a cette capacité d'aller se questionner et de dire que est-ce que j'ai bien fait en écrivant un petit peu cette partie sur telle question. Le poète, oui, on oublie qu'Ibn Khaldoun, c'est un petit peu, je dirais, oui, c'est pas la vraie raison, mais quand même grâce à un poème qu'il a écrit, à l'époque il était en prison pour Abu Inam, pour qu'il puisse un petit peu, il a essayé de dérouler tous les qualificatifs. On sait que la poésie, il a une... et avec nous un grand poète ce soir, Mohamed Amraoui, c'est vrai, la poésie c'est pas simplement de l'imagination, mais elle a un rôle aussi social dans la société. Abqara, ça veut dire, je trouve le terme exact, c'est briller. Oui, il était brillant. Et le mot abqari, génie, là aussi, c'est un terme dans l'arabe qui signifie que la personne est extraordinaire. Elle est même pas. C'est le terme qui colle un petit peu au mot abqari. En fait, la pensée khaldounienne, et ça c'est Rosenthal, c'est l'un aussi qui a traduit Ibn Khaldoun en Angleterre grâce à Rosenthal. Et on va voir comment mon titre, qui pose la question ici en France, sur la cohésion sociale et la solidarité, c'est un titre provocateur, parce que c'est vrai, j'ai enseigné pendant
14 ans la sociologie, j'avais sous la main un nombre, allez, je dirais une cinquantaine d'ouvrages écrits en français, mais Ibn Khaldoun n'apparaît que rarement et dans vraiment des trucs très très, oui, à la marge quoi. Et c'est grâce à l'ouvrage de Rosenthal que les Anglais, et on verra vers la fin, je vais finir avec un petit tableau, qui commence la sociologie avec Ibn Khaldoun, vraiment depuis Ibn Khaldoun. Et ça, c'est une spécificité anglaise. Les pays scandinaves aussi, il y a des thèses, des travaux où ils reconnaissent Ibn Khaldoun comme sociologue. J'étais frustré toujours quand je donne des cours de sociologie, Auguste Comte, Durkheim, Max Weber, et on peut citer les sociologues, mais quand je parle d'Ibn Khaldoun, même un petit moment où tout le monde me regardait, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Voilà la vraie raison aussi hein, qui m'a, je dirais, fait oui, c'est une détermination qui vient aussi des choses concrètes. C'est pas simplement une lecture. Sans doute, et à l'unanimité des spécialistes qui ont étudié son œuvre prodigieuse, on dit toujours œuvre prodigieuse, Ibn Khaldoun a anticipé l'avènement et le devenir de plusieurs disciplines qu'il articule dans un seul mouvement. Ibn Khaldoun, quand il observe vraiment, je dirais, allez, je prends dans la vie courante comment les vendeurs un petit peu vont essayer de démarcher un petit peu, de discuter autour du prix, ben, bien évidemment, elle va regarder la psychologie, comment, c'est-à-dire quelles sont une observation qui est centrée sur la psychologie du vendeur, celui de l'acheteur, et au-delà, on trouve aussi une dimension sociale, c'est le lien social pour lui qui est important un petit peu dans cette relation marchande, si on veut dire, ou dans le champ marchand. Ibn Khaldoun a conçu et formulé une philosophie de l'histoire qui est sans doute le plus grand travail qui ait jamais été créé par aucun esprit dans aucun temps et dans aucun pays. Et celui qui prononce ce mot, c'est l'un des plus grands historiens du XXe siècle, Arnold Toynbee. C'est, ben oui, on peut dire, celui qui a pu vraiment faire avancer la connaissance de historique moderne. C'est parmi, hein, il n'est pas seul, mais quand même un brillant aussi. Alors, toujours, qui est Ibn Khaldoun? Ben, Ibn Khaldoun est originaire d'une famille de nomades sédentarisés. J'ai entendu parler, ah oui, surtout pour un prétendant à la présidence de la République, il dit, ouais, moi je ne sais pas, est-ce que Ibn Khaldoun, est-ce que c'est un berbère ou est-ce que c'est un arabe? Mais quelle question! Quelle question! Parce que une famille qui va vivre entre, je dirais, dans un milieu berbère pendant des siècles, ben, à quoi ça sert de se poser cette question, si ce n'est de revenir à l'histoire, à la généalogie et aussi aux recherches qui ont été faites, parce que c'est pas vraiment une invention, l'histoire, il reste l'histoire. Sur le long de quelques siècles, cette famille, ce qu'on appelle aussi les Banu Khaldoun, toujours en signification, ou plutôt en s'attachant à Khalid, bien sûr, qui est rentré en Andalousie, et à partir de là, les Banu Khaldoun sont devenus aussi une famille avec une notoriété pas seulement historique, mais politique, économique, parce qu'ils vont trouver une place aussi et surtout à Séville.
Alors, je passerai, parce que je vois le temps passe, et à cette carte. La carte, elle est de Bernard Lugan, que j'ai trouvé un petit peu, c'est un historien aussi, avec, on peut bien évidemment prendre, je dirais, cette trace géographique, et on voit que le départ, bien évidemment, c'est de Médine, la Mecque, ce qu'on appelle un petit peu, je dirais, la première conquête arabo-musulmane, mais le Yémen, on voit qu'il y a deux flèches, hein. Il y a des flèches qui partent vers l'Andalousie, mais c'est tout simplement l'arrière-parent d'Ibn Khaldoun qui s'appelle Wa'il ibn Hajar, si je ne me trompe pas, était parmi les 10 compagnons du prophète. Ça aussi, c'est quelque chose qui donne fierté à Ibn Khaldoun, mais en même temps qui veut dire tout simplement que c'est une famille qui a traversé des épreuves très marquantes, hein, et on le verra surtout quand on prend que l'exemple d'Ibn Khaldoun, on verra un petit peu qu'il a été éprouvé aussi à tel niveau qu'on peut dire que le concept même de résilience, c'est un concept qui date, qu'il existe, que la résilience existe avant le concept, et ça aussi, ce sont des choses qu'on oublie parfois. Séville, c'est là où la famille, bien évidemment, d'Ibn Khaldoun va s'installer pour un certain temps, et on le sait que du moment que les choses ou que l'histoire avance dans le sens aussi où cet empire commence à fatiguer, entre guillemets, bien évidemment, le retour est devenu quelque chose de très vital, quoi. Alors, rapidement, le parcours d'Ibn Khaldoun. Naissance le 27 mai à Tunis, capitale de l'Ifriqiya. L'Ifriqiya, ce n'est pas simplement l'Afrique, c'est le nom, hein, il a une origine même latine. Deuxième élément marquant dans la vie d'Ibn Khaldoun, c'est la grande peste noire qui déferla depuis l'Asie jusqu'à l'Europe et qui va causer la mort d'abord de sa mère, ensuite son père, et Ibn Khaldoun, il se retrouve à l'âge, je crois, de 17 ans, à l'âge de 17 ans, il se trouve orphelin, et orphelin doublement, puisque même à l'époque, l'âge de 16, 17, 18, c'était la période très active de son éducation, de ce historien qui a compté sur les maîtres d'Ibn Khaldoun. Il y avait 16 ou 17, il y avait 12 qui ont décédé à cause, bien sûr, de la peste noire, ce qu'on appelle la peste noire, hein. Et il y a même aussi des historiens qui reviennent un petit peu pour expliquer qu'au monde arabe, cette peste noire a été très, je dirais, très dure, parce que tout simplement, la notion de confinement n'existait pas. Il y en a qui sont allés plus loin, comparé bien sûr à l'époque, à l'Europe, qui avait quelques modalités de confinement. Deuxième événement qui va vraiment éprouver Ibn Khaldoun, c'est la mort de sa famille, parce qu'on le verra aussi, hein, il va se déplacer, la fin de sa vie, il va la passer en Égypte, au Caire exactement, et il est parti seul,
au départ, et à un moment donné, quand il a eu, bien sûr, cette chance que sa famille allait le rejoindre, malheureusement, toute la famille, surtout sa femme et ses 5 filles, on n'a pas beaucoup d'éléments, mais ça paraît c'est un petit détail, mais quand même important, sur ses enfants. Il y en a qui disent, plus de traces après pour ses enfants. Et décès le 17 mars 1406 au Caire. Alors, ce qu'on oublie souvent quand on parle du génie, de cette capacité vraiment d'aller plus loin dans la réflexion, dans l'acquisition des savoirs, des connaissances, c'est qu'Ibn Khaldoun est le fils de son époque. Et on voit, là j'ai pris que quelques, toujours quand je mets 3 points, parce que je peux les affiler, hein. Al-Ghazali, Al-Kindi, Ibn Rushd, Ibn Bajjah, Al-Farabi, Ibn Tufayl, Al-Razi, Ibn Sina, Abul Qasim Sharawi, Ibn Zuhr, et la liste serait longue. Ce qui veut dire tout simplement que c'était une époque, bien sûr, qui a commencé avec, je dirais, la période de développement de la civilisation abbasside et tout ça. Il y avait vraiment une capacité, pas seulement la traduction, parce que souvent on dit que c'est grâce aux Arabes que vraiment des connaissances sont passées en Occident, mais non, il n'y a pas que la traduction, il y avait aussi, et Ibn Khaldoun c'est un exemple, il y avait aussi de l'innovation. À l'époque, on traitait des penseurs, bien sûr, qui innovent de bid'a, et bid'a, parfois c'est mal vu. Et cette innovation, comme dit Ghalab Bencher, est prouvée, parce que c'est vrai, pour innover, il faut avoir une carrure, une capacité à argumenter, à aller plus loin dans l'imagination, et on le sait que les sciences humaines et sociales, souvent, on les traite d'une manière claire et nette comme sciences humaines qui s'appuient sur la méthodologie de recherche, sur la démarche de recherche. On oublie que dans la démarche de recherche, il y a une part aussi d'imagination, et les personnes qui peuvent aller plus loin dans la recherche, c'est ceux qui peuvent imaginer quelque chose qui va se produire. Oui, j'ai mis aussi, hormis ce contexte scientifiquement intense et culturellement riche, Ibn Khaldoun a bénéficié d'une éducation familiale très élevée. Dans sa première éducation, à être rigoureux, à partir bien sûr des connaissances, ou ce qu'on appelle les sciences religieuses révélées, et en même temps les sciences vraiment comme les mathématiques, comme la physique, comme un nombre important de disciplines à l'époque qui étaient en grand développement. Alors, rapidement, quelques dates qui signifient aussi que Ibn Khaldoun a vécu, d'ailleurs, comment il s'appelle, Gabriel Martinez-Cross parle de la grande vadrouille. Ibn Khaldoun a vraiment fait un aller-retour entre Tunis et Fès, et parfois avec des conditions très très difficiles, des renversements des situations politiques, parce qu'on a reproché à Ibn Khaldoun qu'il était vraiment à la merci des souverains. Et en fait, Ibn Khaldoun, il était, comme je l'ai dit, fils de son époque, et il n'avait qu'un seul choix, c'est essayer d'être pragmatique pour ne pas vraiment finir ou tout simplement perdre sa vie, parce que l'une des qualités d'Ibn Khaldoun, il n'a jamais cherché. 4 étapes. La première, de 1332 à 1377, qui a été marquée par cet emprisonnement à Fès par Abeynam, épreuve très très dure aussi.
je vais passer sur, par exemple, tous ces déplacements, parce que là, vraiment, il y a une histoire très... C'est toujours en fait, ce sont trois, je dirais, dynasties, trois royaumes, les Hafsides, les Mérinides, plus les Abdelwahid, qui a un petit peu régné, mais avec aussi une dégradation. C'est ça qui est formidable chez Ibn Khaldoun, parce qu'il a observé ça, suite à, je dirais, un développement urbain qui va mener, bien évidemment, les souverains et le pouvoir à l'époque à un désintéressement un petit peu, tout ce qui a fait vraiment son développement. Et après cette vadrouille de presque un quart de siècle, Ibn Khaldoun fatigué, très fatigué de ces va-et-vient, parce qu'il n'a jamais retrouvé sa place en tant, bien évidemment, que penseur, en tant que scientifique, en tant aussi qu'un homme qui est... Parce que suite à cette expérience, il a commencé déjà à penser ce qu'on appelle aujourd'hui la question de la justice sociale, parce qu'il a vu que normalement, il y a un nombre important, et surtout la majorité des habitants de la contrée du Maroc à Tunis vivaient des conditions très difficiles, et à partir de là, elle va essayer un petit peu, c'est sa première retraite, cette retraite qui va durer 4 ans, ce qu'on a appelé un petit peu la qala'a de Ben Salama, et c'est là, on voit que normalement, les connaissances, les apports scientifiques d'Ibn Khaldoun s'appuient essentiellement sur son expérience, ses lectures qui sont toujours articulées avec une expérience et une observation très juste des relations sociales, de liens sociaux qui existent. Et on sait qu'à l'époque, que c'est le théoricien, bien sûr, de la conception de l'État, on sait que l'État s'est appuyé essentiellement, ça continue jusqu'à maintenant, sur une violence, mais une violence qui est maîtrisée, avec bien sûr ce fait de lever, je dirais, l'impôt. Et à partir de cette observation, Ibn Khaldoun, elle va commencer un petit peu, je dirais, à se poser la question sur ce qu'on appelle la durée d'une civilisation. On le sait, c'est vrai, c'est simplifié quand on dit Ibn Khaldoun, c'est le premier qui a parlé de la naissance, le développement et la disparition d'une civilisation. Mais avec le temps, on réalise que d'autres sociologues actuels, ils sont en train un petit peu, tous ceux qui parlent de l'effondrement, tous ceux qui parlent un petit peu de l'alternative, ben oui, ce sont des réflexions sur la fin d'un système qui est au bout, vraiment. Le cœur, c'est le centre de la civilisation, de la diffusion de la connaissance. Quand je dis le cœur, l'Égypte, les Mamelouks de l'époque. Et il y en a qui disent, oui, il a prétexté du pèlerinage, parce qu'en même temps, il était observé. Attention, je n'ai pas parlé de cette je dirais, dimension. Ben Khaldoun constituait à l'époque, mais ça c'est toujours dans des périodes, avec son intelligence, avec sa vivacité d'esprit, avec ses capacités à analyser, à proposer aussi des réflexions qui peuvent mettre en difficulté un ordre. Elle a été très bien surveillée par les souverains de l'époque. Elle a pu avoir cette autorisation, c'est là où il va vraiment s'installer au Caire, et une nouvelle vie commence. Ces représentations,
le Caire, le lieu, parce qu'il a écrit dans le Muqaddimah des descriptions de l'Égypte quand il est arrivé et tout ça. C'est formidable ce qu'il a écrit sur l'Égypte et le Caire. Malheureusement, petit à petit, il va réaliser que la corruption fait vraiment ravage dans cette société, que toute possibilité de sortir un petit peu du carcan, de sortir, d'innover, bien sûr, de se poser de nouvelles questions, parce que c'est ça l'innovation. Attention, l'innovation ne tombe pas du ciel. L'innovation, c'est tout simplement cette capacité à faire du passé, du présent, quelque chose qui peut nous aider à se projeter dans l'avenir. Ibn Khaldoun, il était visionnaire dans ce sens-là. Et surtout, Ben Salem Hamish, dans le roman de Ibn Khaldoun, elle l'a centré sur cette période de l'Égypte. Formidable. Ce qu'on découvre, même des historiens, mais ça aussi, Ben Salem Hamish, moi je me rappelle, quand on a étudié à Rabat, c'était quelqu'un qui est passionné par Ibn Khaldoun. Il a écrit énormément d'ouvrages sur Ibn Khaldoun. Mais dernièrement, vous pouvez, c'est vrai, il est édité au Maroc, mais à travers la FNAC et tout ça, c'est un roman vraiment formidable, qui montre encore, grâce à cette capacité de faire le lien entre des faits réels, parce que Ben Salem Hamish, quand il parle par exemple de la vie d'Ibn Khaldoun au Caire, il va être centré sur le lien social qu'il a pu vraiment réaliser Ibn Khaldoun avec des gens, comme on dit, des gens simples, des gens qui sont sujets aussi parfois de l'injustice, des difficultés économiques et tout ça. Et c'est là où la notion de solidarité va être poussée jusqu'à l'extrême à travers aussi la revue de ses écrits, parce que Ibn Khaldoun, comme je l'ai dit, il n'a jamais arrêté jusqu'à sa mort. Bien sûr, la dernière version d'Al-Muqaddimah, ou ce qu'on appelle le livre des exemples, l'histoire universelle, c'est quelque chose qui a été travaillé sur une trentaine, une quarantaine d'années. Et c'est vrai, il a fait l'aller-retour pendant presque un quart de siècle. On imagine ce qu'il peut vraiment retenir de cette expérience avec son esprit perspicace et aussi très très concis. Et voilà, on arrive à la traduction qui va faire connaître Ibn Khaldoun ici en Europe et en Occident. On l'appelle le baron de Slam. C'est le premier qui va traduire Al-Muqaddimah, c'est-à-dire l'histoire universelle, mais dans un contexte quand même, si vous regardez les dates, 1862-1868. Ça vous dit quelque chose? Bien évidemment, la colonisation algérienne. Bien évidemment, la commande qui a été faite, malgré la valeur, s'il n'y avait pas cette première traduction, jamais on connaîtra Ibn Khaldoun. Sauf que, à l'époque, c'était une demande, bien évidemment, des autorités françaises pour comprendre le Maghreb, pour essayer un petit peu d'aller plus loin dans la connaissance d'un espace, parce que là aussi, je dirais la colonisation, il a commencé par l'Algérie, mais petit à petit, il y a Bernard Lugan, il démontre très très bien comment petit à petit on commence à gagner sur les territoires, et après c'est le protectorat tunisien, et après c'est le protectorat, mais c'est toujours la même veine, c'est une colonisation. Alors, là, j'ai aussi, je l'ai fait exprès, j'ai pris cet ouvrage qui vient d'être, je dirais, réédité, c'est au Liban, c'est une maison d'édition Elbeb, mais qui est aussi une traduction, en s'appuyant bien sûr sur la traduction par exemple l'ouvrage il parle du baron de Slam,
mais en même temps, dedans, il y a des éléments concrets, des nouvelles traductions qui ont fait évoluer, bien évidemment, la connaissance autour du livre des exemples, ce qu'on appelle un petit peu l'introduction à l'histoire universelle. Avec aussi, quand je parle d'autres traductions, bien sûr, il y a la traduction d'Al-Sam Shiddadi, la traduction de Vincent Montel, grande, vraiment, c'est vraiment une traduction qui a pu vraiment, je dirais, aller corriger pas mal de choses parce que, encore une fois, et ça c'est Abdallah al-Alwi qui le dit, traduire Ibn Khaldoun, c'est une vraiment épreuve parce que, tout simplement, il faut le savoir, c'est un juriste, bien évidemment, c'est une approche très dure à comprendre, mais il suffit simplement, par exemple, Abdallah al-Alwi, il a fait son travail de DES, je crois en 1960, en traduisant un petit manuscrit qui a été trouvé à Fès. Alors, ce manuscrit s'appelle... j'essaie un petit peu parce que Shifa as-Sa'il, ça veut dire l'apaisement j'ai vraiment un trou de mémoire, mais tout simplement c'est un manuscrit où Abdallah al-Alwi a démontré vraiment de cette capacité de Ibn Khaldoun à s'emparer d'une question, puisque à l'époque en Andalousie il y a un grand débat entre les soufistes, ceux qui disent il faut un imam, Est-ce qu'elle a besoin d'un maître ou pas? Ouais, voilà. Et c'est vrai, Ibn Khaldoun il ne va pas répondre à cette question d'une manière directe, parce qu'on le sait, hein, cette époque est très difficile, mais elle va vraiment développer une capacité de faire le lien et d'articuler ce qu'on appelle un petit peu cette tendance à aller puiser dans les sciences, je dirais, de l'homme et de la société, mais tout en l'articulant avec les sciences religieuses. C'est une capacité, bien sûr, qui n'est pas évidente à tel niveau que maintenant on est en train aussi de revoir Ibn Khaldoun par rapport à cette période des sociologues qui ont voulu construire une discipline sociologique qui fait la coupure avec la croyance. Et on le sait que c'est presque, quand je dis il fait la coupure avec la croyance, que constituer une société positiviste dans le sens où tout ce qui est vraiment, tout ce qui est, oui, émotion, croyance, tout ce qui est en lien avec l'intériorité de la personne n'a rien à voir avec, je dirais, la science. Damasio, bien évidemment, c'est celui qui a écrit l'erreur de Descartes, a démontré que, bien évidemment, c'est un chercheur dans les neurosciences et tout ça, a démontré que la place des émotions, la place de tout ce qui est intériorité, cette capacité aussi à croire, mais elle est aussi importante pour le développement de la science. La conception d'Ibn Khaldoun des solidarités, qui s'appelle Al-Asabiyya, attention, ça n'a rien à voir avec la solidarité comme il a été, bien sûr, étudié surtout par Durkheim, parce que celui, bien sûr, qui a étudié les solidarités, différence entre solidarité organique et solidarité mécanique, en essayant un petit peu, tout simplement, de faire un constat simple, que la révolution industrielle vient pour déstructurer les solidarités traditionnelles de la famille, au sein du travail, tout ça,
Et on est, aujourd'hui, on se pose encore cette question, parce que je ne me rappelle pas, mais il y avait une grande rencontre en 2006-2007 qui a regroupé une cinquantaine de penseurs dans la sociologie, l'ethnologie et parfois même des sociologies, c'est-à-dire sociologie de la famille, sociologie politique, et qui ont questionné la notion. D'abord, l'ouvrage, il existe, c'est un grand ouvrage dirigé par Pogam, voilà. Et cet ouvrage qui s'appelle « Repenser les solidarités », quand j'ai visité un petit peu les écrits, c'est-à-dire parce que ça aussi, ça n'existait pas dans l'époque de Ibn Khaldoun, c'est-à-dire cette capacité à regrouper vraiment dans un seul ouvrage avec une orientation, une thématique et tout ça. Ibn Khaldoun, il a échangé avec Ibn al-Khatib, avec un nombre important de penseurs, mais jamais ils ont pensé à l'époque à faire quelque chose de collectif. Bien évidemment, il y en a qui ont pu regrouper tout ça dans des ouvrages qu'ils ont appelés, par exemple, l'approche philosophique et historique de l'époque, mais il n'y avait jamais un ouvrage qui regroupe ça selon une ligne directrice. Le système de sécurité sociale, le système, par exemple, d'aide sociale, tous ces systèmes, ils sont interrogés d'une manière, même la santé, parce que c'est vrai, on oublie que le social et la santé, on ne peut pas les dissocier. Ben oui, ce système qui a été un acquis, qui a pu être aussi arraché grâce à des luttes, aujourd'hui, ce système de solidarité est interrogé. On parle beaucoup de cohésion sociale, mais en même temps, on se rend compte que ce système est épuisé. La preuve en est, vous regardez un petit peu tout ce qui s'écrit sur la société française maintenant. Le dernier, c'est un anthropologue, médecin anthropologue qui s'appelle Fassin. La société qui vient, c'est aussi un ouvrage très très important qui regroupe la contribution d'une cinquantaine de chercheurs dans tous les, c'est-à-dire la santé, l'université, l'éducation, et justement pour questionner ce système de solidarité et ce système de cohésion sociale qui est en train un petit peu de s'épuiser. Les chercheurs actuels qui travaillent sur la Asabiyya, ils ne trouvent pas une traduction véridique, c'est-à-dire une tradition qui tient. Le concept de la Asabiyya d'Ibn Khaldoun, elle est structurée autour d'un nombre important d'autres termes, comme Al-Umran Al-Bashari. Et quand il parle d'Umran Al-Bashari, c'est-à-dire tout simplement... Très dur pour moi. Ouais. C'est le développement un petit peu humain. Ouais. Ben, si on veut, mais c'est vrai, les traductions, c'est parfois, comme on dit, traduction, c'est trahison. Oui, bien sûr. Ouais. Un autre concept, c'est aussi l'opposition ville-campagne. Ibn Khaldoun, Ernest Genner, il y a vraiment des ethnologues, des anthropologues qui ont pu comprendre et aussi aller plus loin dans la compréhension des sociétés arabes et musulmanes depuis une cinquantaine d'années, grâce aussi à ce patrimoine culturel. Parce que Ibn Khaldoun, en essayant d'utiliser ce mot al-Asabiyya, elle signifie ce sentiment de solidarité, mais d'abord au niveau de la tribu. Ouais. Et on le sait, Ibn Khaldoun,
on l'a envoyé surtout, tous les souverains, ils l'ont envoyé voir avec des tribus arabes guerriers pour un petit peu, je dirais, profiter de cette capacité un petit peu, je dirais, à résister. Que les citadins avaient plus ou moins voilà, perdu voilà. avec Voilà. le Tout développement à fait. opulent Voilà. des richesses, etc. Voilà. Et quand je parle vraiment de la difficulté de traduire Al-Asadiya, parce que l'Asadiya aussi est liée à la conception d'Ibn Khaldoun. J'ai dit un petit mot rapidement, Ouais. qui considère que c'est grâce à l'État qu'on peut limiter un petit peu cette petite guerre qui se multiplie partout, parce que c'est ça aussi. Hein. Ah oui. La fin, Ibn Khaldoun, il arrive dans une période de dépression. Hein. C'est le terme de Belsan Helmish qui parle de dépression dans le sens politique, économique, culturel et tout ça. Et il essaie de comprendre, mais pourquoi? Et là, il va s'appuyer sur cette notion de solidarité, d'abord à travers les tribus, puis aussi l'État qui peut un petit peu générer, mais bon, il le dit lui-même, il dit, mais même l'État qui essaye un petit peu, je dirais, de structurer tout ça, quand il ne s'intéresse plus à la notion de la justice, à la notion de l'égalité, ben, bien évidemment, c'est un État qui va un petit peu périr. À un moment donné, tu as dit il était très très fatigué. À un autre moment, tu as dit il en avait marre. Parle-nous de lui, de ce que tu connais. Voilà, merci. Eh oui, il faut le dire hein, sans exagération, je n'ai pas lu pendant toute ma vie Ibn Khaldoun. Mais les moments les plus intéressants, c'est quand vraiment je suis en face d'une nouvelle lecture d'Ibn Khaldoun. Et c'est là où j'ai réalisé que c'est quelqu'un, bien sûr, hein, qui a ses limites. D'abord, Ibn Khaldoun, il était un homme très sensible. On ne parle pas de ça, on parle de génie. Sensible dans le sens où il est intéressé par la relation, par le lien social, et pas pour autre chose. Parce que s'il était vraiment... parce qu'on dit, oui, on l'a comparé à Machiavel, sauf que les conditions ne sont pas les mêmes. Et par exemple, Ibn Khaldoun, la fin de sa vie, cette période de retrait au Caire, ben, il avait des relations formidables avec des gens simples qui l'accueillent, parce que n'oublions pas hein, qu'avec son capital familial, culturel et tout ça, il était bien accueilli par le sultan Barqoq. Il avait un poste de juge. Mais de suite, elle a réalisé que son rêve, celui de se retrouver dans une dynamique d'échange, parce qu'on l'a traité, Ibn Khaldoun lui-même, il a été traité de orthodoxe, rétrograde, très rigide. Il s'implique jamais dans des manœuvres qui ont vraiment un intérêt particulier pour lui-même. Et c'est ça aussi, hein, c'est cette qualité, c'est ça ce qu'on a oublié chez Khaldoun, c'est sa sensibilité, sa capacité à vraiment... j'ai entendu dernièrement, ou j'ai lu, comme quoi il y a des gens des chercheurs qui n'arrivent pas à déterminer est-ce que Ibn Khaldoun, quand il a perdu sa femme, est-ce qu'il a pu se remarier? Ben oui. Et à partir d'une relation très très simple. C'était un script qui est venu voir Ibn Khaldoun pour un différend au sein du couple. Et d'un seul coup, Ibn Khaldoun, il va conseiller un petit peu
allez, pour raconter l'histoire, elle est toute simple. Hammou Al-Hihi, c'est quelqu'un qui est originaire, bien sûr, ou Sousi plutôt, je ne me rappelle plus. Hein. C'était un script qui a travaillé déjà au Maroc, marié avec une femme de Fès. Il s'installe en Égypte, mais aussi il a une conception, ce qu'il a entendu sur Ibn Khaldoun, c'était énorme. Comme quoi, lui, vraiment, il n'a jamais pensé d'être accueilli dans la maison d'Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, bien sûr, comme on dit, la porte est ouverte, il accueille des gens, il échange avec eux, il a des connaissances avec des limites, il dit attention, ce que je vous propose et tout ça. Il est venu pour dire tout simplement que quand il se baladait au Caire, lui qui est très petit de taille et sa femme elle est grande, elle était très très embêtée par des gens qui allaient un petit peu, qui le traitent, qui ne méritent pas cette femme, et parfois même des gens qui vont un petit peu, je dirais, tout simplement essayer de draguer sa femme et tout ça. Et à un moment donné, il a dit à sa femme, moi je ne peux plus sortir avec toi. Et Ibn Khaldoun, il a trouvé une astuce très très simple, c'est celle de lui dire, voilà, vous venez tous les deux, ta femme elle va pouvoir sortir avec, parce qu'il avait quelqu'un un petit peu qui l'aide et même dans la vie, tout ça, vraiment une personne qui a été aussi dans le besoin, il lui dit voilà, elle peut sortir, et toi, tu vas pouvoir un petit peu faire le script, bien sûr, écrire, parce qu'on le sait, hein, ce sont des manuscrits, et elle a mené une relation formidable, elle a écrit énormément pendant cette période à travers cette relation humaine sensible. C'était pas un calculateur, si ce n'est, si ce saurait, parce que vraiment c'est quelque chose qu'on devrait découvrir quand il était en contact avec. Elle a été quand même, à un moment donné, bien sûr, je crois que c'est dans le conseil scientifique d'Ibn Aynan, mais en même temps, il a eu un poste clé, je crois, j'ai un trou de mémoire, très très, c'est-à-dire il pouvait vivre comme un haut fonctionnaire sans aucune difficulté, mais ce n'était pas sa première vraiment vocation. Est-ce qu'on pourrait l'appliquer aux autres dynasties que Ibn Khaldoun convoquait? Par exemple, Ibn Khaldoun convoquait les Seljoukides, les Abbassides, les Omeyyades, mais est-ce que nous on pourrait l'appliquer aux dynasties suivantes, aux Ottomans par exemple, mais aussi avant, par exemple quand on parle des invasions barbares chez les Germains, le fait qu'ils viennent en tribu puis qu'ils forment des royaumes, et parce qu'en faisant ça on pourrait aussi expliquer d'une certaine manière l'histoire de l'Europe. Mais est-ce qu'on pourrait élargir cette vision? Parce que j'avais demandé à mon prof d'histoire, il m'avait dit que c'était pas les mêmes époques, pas les mêmes cultures, mais je pense quand même qu'on peut appliquer cela, et je voulais avoir votre vision. Est-ce qu'on peut universaliser ces concepts? C'est un peu la question. Alors, universaliser les concepts, bien sûr, les concepts, ils sont une catégorisation. Par exemple, à l'Asabia, lui, il s'est appuyé, c'est pour ça, il reste. Ah, c'est vrai, j'ai pas. Il y avait. J'ai oublié, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Ce n'est pas grave. C'est pour dire tout simplement que lui, quand il a utilisé un concept comme Al-Asabiyya, c'était pas un concept qui est dissocié, par exemple, de la relation ville-campagne, et pour lui c'était le centre de, je dirais, ses préoccupations, son observation. Quand il a étudié l'économie, c'est pour voir comment aussi la ville, comment on s'inscrit dans cette relation marchande en ville et en campagne.
quand il a étudié l'État, c'est toujours pour dire que oui, l'État est en capacité, à travers une violence limitée, légitime, on dit, on peut assurer une sécurité vraiment globale d'une société. C'est facile à dire, mais en même temps, comment on garde cet équilibre pour que ce pouvoir vraiment qui est entre les mains, qui est l'armée ou qui est la police et tout ça, ne devient pas vraiment excessif. Ça, c'est une question qui est d'actualité. Ah, mais c'est une question révolutionnaire et républicaine, si j'ose dire. Parce que si je prends une illustration de ce qu'on a vécu, la crise des Gilets jaunes, qui n'est pas terminée, entre guillemets, c'est aussi la métropolisation, le périurbain, les mondes ruraux, etc. C'est pour retrouver, peut-être, s'inspirer. Alors, oui, j'ai pas de réponse définitive, mais quand votre prof dit que oui, on ne peut pas appliquer actuellement, oui, on ne peut pas appliquer à la lettre. Et je prends Henri Lefebvre, bien sûr, qui a écrit beaucoup sur cette relation ville-campagne. Elle a été connue dans les années 70, 80, il a écrit des choses très très intéressantes, Henri Lefebvre, mais aujourd'hui on en parle. Ça y est, c'est fini. Ben, c'est aussi ce qui est arrivé à la pensée d'Ibn Khaldoun. Vous imaginez s'il n'y avait pas cette traduction du baron de Sal, mais en même temps, la traduction en elle-même, elle n'apporte pas vraiment le changement. C'est comment on va s'appuyer sur cette traduction, comment on va un petit peu, appliquer. Ça, je ne l'ai pas dit, mais je suis passionné par Ibn Khaldoun parce qu'elle a une démarche. Et c'est la démarche en elle-même qui est intéressante. Se poser la question, observer, aller s'informer, rassembler ce qu'on appelle une bibliographie, capacité à rassembler toutes les sources en lien avec cette question. On peut dire que tout ça, c'est banal. Mais non, c'est pas banal, c'est pas donné, parce que qu'est-ce qu'on enseigne dès l'école primaire? Allez vous renseigner sur cette démarche. Il n'existe pas. On est toujours, et ça c'est Bernard Lahire, c'est un sociologue qui s'est intéressé un petit peu à ces questions, et à un moment donné, il a même un ouvrage qui dit, mais attention, il faut aller vraiment dans le primaire pour, promouvoir cette démarche de recherche. Et Ibn Khaldoun, il était formidable à ce niveau-là. Tout ce qu'il a écrit, attention, je suis en train de... Mais en même temps, il a ses limites, mais ça, c'est pas moi ce sont les spécialistes un petit peu, qui vont un petit peu s'arrêter sur les limites, parfois, ses difficultés, tout ça, mais il reste un être humain, bien évidemment, parce que pour lui, le plus important, c'est cette démarche. Oui, c'est possible, mais à condition de prendre en considération, c'est ce qu'il a fait, Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, il avait des connaissances quand il a étudié, vraiment des connaissances de l'islam, même il a lu Aristote et tout ça, mais tout ça, c'était simplement une aide pour aller vraiment comprendre. Et oui, c'est là la vraie question, qu'est-ce qui se passe? Et après, quand on comprend quelque chose, on peut imaginer des suites. Mais quand on est dans l'incompréhension d'un fait social, attention, le fait social, c'est pas quelque chose, c'est pas dans le sens positiviste, mais un fait social, c'est simplement une question sociale. La pauvreté, par exemple. On travaille depuis... Moi, j'ai assisté à des grandes manifestations, des colloques sur... l'élimination, l'abolition de la pauvreté. On est plein dedans, mais avec quelle démarche aussi? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est simplement parce qu'on va mettre
voter une loi qu'on va arriver vraiment à combattre la pauvreté. Non. Elle est où la démarche qui permet d'abord de comprendre les rouages, les bases qui sont vraiment à la racine de cette pauvreté qui prend de plus en plus attention. Je ne suis pas en train non plus de dire que les choses n'ont pas bougé, mais quand même cette inégalité sociale, ces territoires qui sont relégués, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est comme je dis, il y a un nombre important. Allez-y, jetez un coup d'œil sur les ouvrages qui s'écrivent actuellement. Bah oui, la France sous nos yeux, c'est un autre regard, ce sont des choses. Et j'étais très très intéressé, j'ai oublié les auteurs d'un ouvrage qui vont vraiment, ce sont des chercheurs, des géographes. Il y a un géographe qui s'appuie un petit peu sur la géographie parce que c'est une... Alors, Yves Lacoste disait la géographie sert à faire la guerre. Moi, je dis oui, la géographie, quand elle n'est pas utilisée pour la paix, elle sert que ça. Quand il n'y a pas un objectif, bien sûr. Et dans cet ouvrage, ils étudient vraiment à travers des cartographies les endroits où les rues qui s'appellent Olivier, hein, vraiment, c'est-à-dire cette je dirais, influence de la Méditerranée, ben, bien évidemment, on voit que, par exemple, ce terme Olivier, il est en train de prendre dans toute la France, et pas seulement que la Méditerranée, bien évidemment, avec une concentration sur la Méditerranée. C'est un exemple, hein, tout ça. Ce qui est fascinant, c'est que le moment où il va décider que pour fixer cela, c'est-à-dire dans la question de la définition de la science de l'histoire, de la sociologie, parce que c'est lui le premier qui va dire l'être humain est un être social et politique fondamentalement, il va faire le tour de tout le savoir. C'est ça ce qui est impressionnant. C'est-à-dire que dans le Muqaddimah, après tout, quand on la lit, c'est une encyclopédie. Il était pas seulement historien, encyclopédiste, dans le sens où il va faire le tour de pratiquement la linguistique, avec la grammaire, la rhétorique. Il y avait une connaissance impressionnante, c'est-à-dire la rhétorique avec toutes ses divisions, etc. La physique, la chimie, les sciences juridiques, etc. Les maths. Il va aller même faire un chapitre assez long sur la magie. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'il va s'attaquer à la production, pas seulement le savoir rationnel, mais la production du savoir, de l'intelligence humaine, y compris l'irrationnel, etc. Et il fait tout le tour pour... Voilà, c'est-à-dire qu'on trouve des étapes, il va se dire, bon, ok, je vais faire l'histoire, mais je vais commencer d'abord par dire c'est quoi les concepts qui vont gérer, etc. Et avant, il va dire, bon, je vais faire le tour encore de tous les savoirs qui entourent tout ça. Et dans ce sens-là, c'est incroyable. On le dit rarement d'ailleurs. Et il était très précis, c'est-à-dire pour un linguiste, quand tu travailles sur quand on voit quand même ces chapitres qui sont très concis, parce qu'à chaque fois, c'est quand même des chapitres de quelques pages, mais là-dedans, il y a pratiquement... à part quelques nuances, bien entendu, pour les spécialistes, mais sinon, c'est très, très impressionnant, en fait, et c'est fascinant, en fait, ce regard-là d'un encyclopédiste qui va aller vers le tout pour aller de façon précise pour cette science-là, qui est l'histoire et la sociologie. Merci pour cette contribution. Oui, l'astrologie, par exemple. L'astrologie, Ibn Khaldoun, il a écrit, mais c'est fascinant. Et en même temps, il y en a qui ne comprennent pas pourquoi. Mais oui, ben, à travers sa conception, et dernièrement, il y a des astrologues qui vont revenir lire Ibn Khaldoun. Quelle autorité! Et c'est vrai, quand j'ai commencé, j'ai dit, voilà, normalement, le génie, l'historien, le politique, mais j'ai mis 3 points, c'est ouf, ça finit pas, sinon j'en fais. C'est vrai, et on comprend pourquoi des grands penseurs de la modernité le traitent de génie. C'est utilisé justement par les colons pour justement
justifier la colonisation. Et sur les autres êtres humains noirs de peau, il dit des choses aussi très problématiques avec notre Justement, regard d'aujourd'hui. Oui, la question qui a été posée tout à l'heure, c'est ça. Quand on vraiment dissocier un penseur de son contexte, c'est un homme de son époque. Pourquoi j'ai commencé un petit peu par cette carte? Parce que c'est pas pour la carte en elle-même, pour dire, rien que les noms, bien sûr, nous on ne les connaît pas. C'est-à-dire on n'a pas vécu ça. Et autre chose, c'est aussi sa capacité critique. C'est-à-dire, elle peut dire pourquoi j'ai insisté. Ibn Khaldoun, c'est l'un des penseurs qui n'arrête pas de corriger, de revoir ce qu'il a écrit. Il est dans l'autocritique. Cette capacité, bien sûr, quand on parle de Bachelard, c'est pas pour dire je ne compare pas, mais c'est simplement ce qu'il a appelé la rupture épistémologique, qui est bien sûr maintenant dépassée, tout ça, parce que aussi les sciences humaines, mais bien cette capacité, bien sûr, à faire vraiment une rupture, et ce que tu as dit moi-même tout à l'heure, sur son génie à toucher à tout, mais avec toujours une démarche qui est particulière, qui est khaldounienne. Il n'y a pas un deuxième qui peut... Avec des contradictions, par exemple, là, vous avez parlé de ça, c'est vrai. Des races. Mais en même temps, Ceux par qui exemple, connaissent, dans une époque où il y avait l'opposition entre les Perses et les Arabes, il a des pages où il affirme complètement, il avait raison d'ailleurs, que ce sont les Perses qui connaissent beaucoup plus la langue arabe que les Arabes. Et il cite carrément. De voir en clair, en traversant la mer, ils ont été noyés. Et avec ça, il a quand même continué à écrire sur l'éducation, comme tu viens de dire. Oui, c'est de la résistance et aussi de la résilience, la capacité aussi à endosser, parce que le nombre rien que, par exemple, c'est un quart de siècle, comme j'ai dit, ou des expériences vraiment, quelqu'un il va désespérer, il dit voilà, il n'y a plus rien. Non, c'est là où il va commencer à se poser la question, mais pourquoi? Comment ça se fait? Et lui-même, parfois, il a formulé des critiques envers un petit peu ses attitudes. Il a essayé de comprendre pourquoi il s'est comporté dans telle situation d'une manière qui n'est pas satisfaisante pour lui-même. Malgré cette injustice, elle avait un jugement très sévère sur la justice et les juges de l'époque, mais en même temps, elle était appréciée. Elle était appréciée dans le sens, non par vraiment, je dirais, l'élite et tout ça, mais dans les relations sociales et tout ça, c'est ça pourquoi je fais le lien entre le lien social, la cohésion sociale, la solidarité. Ben oui, elle était de cette, un petit peu, je dirais, nature, parce qu'elle était aussi sensible, pas que rationnelle. C'est vrai, quand tu parles tout à l'heure de l'irrationalité, c'est dans les deux sens. Il a dit des choses parfois où on se pose des questions, sauf que sa démarche, elle a toujours un objectif, c'est de dévoiler, aller au-delà des apparences, aller au profond de la chose. Et c'est une démarche qui jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, est d'actualité.